Bienvenue sur le podcast La Table des Experts d'un métier presque parfait. Tu ne sais pas quel est le bon métier pour toi, tu ne sais pas quoi faire après le bac. Tu es en reconversion pro, tu veux changer de métier mais tu ne sais pas lequel choisir, alors tu es au bon endroit. Un métier presque parfait, c'est Clémentine qui teste tous les métiers avant la retraite pour te fournir les infos concrètes et que tu puisses faire un choix éclairé. Le podcast, animé par Olivier, est là pour aller en profondeur dans le métier, tout en ayant une mixité et une représentativité. Hommes-femmes, seniors-juniors, salariés indépendants, handicap, mais également aborder la RSE et la formation. Donc je me retrouve en compagnie de Ludovic. Bonjour Ludovic. Bonjour Olivier. Alors dis-moi Ludovic, est-ce que tu peux me dire un peu qui tu es et ce que tu fais et où on se trouve actuellement ? Alors qui je suis Ludovic Ponthieu, je suis directeur et fondateur d'un centre de formation à Saint-Quentin qui s'appelle ALM Sport Formation et également un CFA des métiers du sport. Et qu'est-ce qu'on fait alors chez toi alors, parce que bon, j'ai bien compris qu'il y avait la notion de sport, ok. Alors, c'est quoi ce type de formation? Ça s'adresse à tout le monde. Dis-moi un peu plus sur ce que vous proposez ici à Saint-Quentin. Alors à Saint-Quentin, on est implanté déjà depuis 2013, donc on a fêté nos 10 ans. On propose aujourd'hui une quinzaine de formations dans le domaine du sport qui sont reconnues par le RNCP, le Répertoire National des Certifications Professionnelles. D'accord. Plus précisément en tant qu'éducateur sportif. Donc on a un premier diplôme qui s'appelle le BPGEPS, le brevet professionnel jeunesse, éducation populaire et sportif, qui est un diplôme de niveau 4, qui permet aux jeunes demain d'être éducateurs sportifs dans des clubs, des associations, dans des collectivités territoriales. Et puis on a également le côté d'éducateur sportif plus dans le milieu fitness là, donc qui est un BPGEPS AF. Donc là on est sur la même fonction, même plus activité de la forme, auquel on va s'adresser là sur une population aussi de jeunes qui ont cette fibre de musculation, d'haltérophilie, mais également de fitness avec des cours collectifs. Donc on va avoir quelques Arnold Schwarzenegger ici, bien musclés, qui adorent effectivement prendre soin de leur corps, c'est un peu ça? Oui, exactement. C'est cette notion de bien-être, cette notion sport santé également, cette notion aussi d'alimentation qui est liée durant les formations qu'on propose. Donc là, on en a cité deux, hein. Bien sûr, on en a d'autres sur la nutrition, la préparation mentale. Voilà, aujourd'hui, on va s'accentuer plus sur ceux-là. C'est des métiers qui ont besoin, auxquels il y a du recrutement, auxquels il y a de la demande des employeurs, que ce soit du milieu associatif, que ce soit également de la collectivité territoriale, mais pas que. Les métiers bougent dans le sens auquel aujourd'hui on a également des jeunes qui se mettent en place dans de l'auto-entrepreneur, donc qui deviennent aujourd'hui des prestataires, parce qu'aujourd'hui les recrutements restent difficiles, soit, mais ils ont changé de stratégie et de voir dire moi je propose mes prestations différemment. Alors tu me parlais tout à l'heure, tu me disais en fait c'est un diplôme équivalent niveau 4, hein, si j'ai bien compris. C'est quoi le niveau 4 en fait, si on veut pouvoir le catégoriser par rapport à des diplômes courants? C'est quoi? C'est un BEP, c'est un bac, c'est un BTS? Ça donne le niveau bac. Niveau 4, c'est niveau bac. D'accord, voilà. Donc niveau 4, c'est le bac. Tout à fait, oui. Ok, il y a des prérequis pour rentrer chez toi en dehors d'être sportif? Alors, les prérequis sont imposés déjà par le ministère, hein. Pour le coup, ministère des Sports, donc c'est des prérequis qui sont imposés sur des TEP, donc les tests qui sont obligatoires pour rentrer en formation, donc ça va être des tests physiques, hein, donc comme le parcours de Luc Léger que tout le monde a déjà pu faire, donc un système de navette de course à pied, mais pas que, il y a également la partie ensuite un petit peu plus physique aussi, auquel là, suivant le type de métier, on va effectivement aussi avoir cette envie et surtout cette obligation de passer ces tests pour ensuite rentrer en formation. Et comment on fait alors pour venir intégrer éventuellement cette formation chez toi? Comment ça se passe? Alors, comment nous on fonctionne sur une année scolaire, c'est-à-dire on démarre nos formations toujours au mois de septembre jusqu'au mois de juin voire juillet. On est sur une année complète avec effectivement de l'aspect théorie pratique. Comment on y vient? Bien, il y a des journées portes ouvertes, mais pas que. Il y a également des sensibilisations qui sont faites sur des réunions d'information collective pour sensibiliser tout type de public. On cible aujourd'hui du jeune qui a 17 ans voire plus, et puis on a aussi des gens qui veulent aussi se reconvertir. Donc on est également sur tout type de population, tout type de public, femmes, hommes, qui souhaitent pouvoir s'intégrer dans une formation professionnelle. Ok, donc on vient chez toi déjà parce qu'on est un peu amoureux du sport, si j'ai bien compris. Oui, c'est aussi peut-être un équilibre de vie que les gens ont aussi retrouvé ou auquel ils ont peut-être se surpasser, peut-être se démontrer autrement dans une activité qui leur plaise, pardon. Mais au-delà de ça, c'est aussi pouvoir aussi avoir un équilibre de vie à travers cette activité qui est assez extraordinaire, l'activité physique. Voilà.
Oui, bon, moi, ça fait longtemps que je ne l'ai pas fait, ça se voit, je sais. Bon, ça te permet comme ça d'en sourire gentiment. Tu me disais qu'en fait, tu fonctionnais en année scolaire, donc tu démarres de septembre jusqu'à juin, mais ça prend combien d'années scolaires, en fait, pour avoir son diplôme au bout du compte? Au bout du compte, on peut avoir un diplôme entre 10 et 12 mois, ce qui permet effectivement aux jeunes d'être sur une année auquel, dès la rentrée septembre, ils puissent rentrer sur le marché du travail. On a également l'avantage, c'est qu'effectivement, on est sur Parcoursup. Les jeunes aussi ont besoin d'orientation, donc la partie orientation, elle est ciblée sur ça, mais il n'y a pas que ça. Il y a également les itinéraires emploi, il y a Pôle emploi, il y a également la région qui stipule du coup tous ces offres de formation auxquelles on est référencé. Ok, tu peux accueillir combien de personnes au total en formation? Alors nous, on a des promos de 24, c'est-à-dire qu'on peut aujourd'hui on a 3 classes, donc par classe c'est 24 jeunes qui est notre dossier d'habilitation. Voilà. D'accord, donc 72 participants maximum pour une année complète. Sur ces 72 participants, enfin éventuels, hein, si toutes les classes sont remplies, bien évidemment, sortie de formation, c'est facile pour eux de trouver un emploi? Alors là, on a durant cette formation cette phase d'accompagnement parce que on a pour objectif aussi c'est de sortir les jeunes avant leur diplôme vers l'orientation qu'ils souhaitent donner. Donc on effectue une orientation de savoir comment ils se voient après leur diplôme, dans 3 mois, dans 6 mois, dans un an, voire plus. Et du coup, cet accompagnement est fait chez nous en interne pour qu'on puisse justement les orienter vers quel poste ils souhaitent prendre. Est-ce qu'ils veulent aller dans une collectivité territoriale? Est-ce que je veux travailler demain dans un club? Est-ce que demain je veux me réorienter? Donc on crée cet accompagnement justement pour bien définir quelle employabilité et où ils veulent aller. Alors, j'ai rencontré certains de tes stagiaires ou apprenants, enfin comme on veut en fait tout simplement, qui m'ont dit, pour certains, vouloir carrément monter, pourquoi pas, leur salle de sport, devenir indépendant. C'est un accompagnement que tu fais également, ou ça c'est un accompagnement en dehors en fait de l'obtention du diplôme, à toute la partie structure, montage d'entreprise, etc. Alors nous on leur donne les premières phases parce que c'est pas nous les créateurs d'entreprise pour le coup, mais après on les oriente vers les correspondants qui les accompagnent sur cet aspect d'entrepreneuriat. Après, pour le coup, étant moi-même entrepreneuriat, donc je leur démontre en tant qu'entrepreneur comment moi j'ai créé ma boîte, de quelle façon, quels ont été les freins, quelles sont les difficultés que j'ai rencontrées, mais surtout quels ont été également les moments de bonheur et de joie que je vis depuis 10 ans dans le centre de formation. Donc, on crée effectivement cet accompagnement à notre limite, mais au-delà de ça, ensuite, on a des partenaires avec qui on travaille pour les orienter vers la construction du projet. Il y a la réussite d'un de tes élèves dont tu es particulièrement fier ou dont tu pourrais me parler, par exemple? On en a plusieurs parce que depuis 10 ans, j'ai plein de visages qui viennent et qui passent devant moi. Et au-delà de tout ça, c'est des belles réussites. En retenir une, je pourrais pas forcément la dire parce qu'aujourd'hui, on sort des beaux talents. Ils ont tous le sourire, le smiley. Ils sont aujourd'hui acteurs de cette prévention dans le domaine de l'activité physique à travers, encore une fois, tout type de public, ça soit de l'enfant jusqu'au senior et en passant également par des personnes en situation de handicap. Retenir une personne, pas spécifiquement. Moi, je retiens tout le monde. D'accord. Mais effectivement, maintenant la question est posée, j'ai creusé. Il y a Lucas qui était en situation de handicap. Ouais. Mais il y a eu également Christophe. Voilà, on peut citer d'autres noms, mais voilà, c'est des personnes qui, eux, ils étaient en situation de handicap et qui ont osé passer un diplôme et qui ont osé passer le métier d'éducateur sportif, qui l'ont obtenu. Donc c'est montrer que voilà, au-delà de tout ça, alors c'est pas la thématique handicap bien sûr, mais c'est que voilà, tout est possible. On en parlera tout à l'heure avec le référent handicap de ton établissement. Ce sera l'occasion effectivement de voir si c'est un métier qui peut être accessible à certaines personnes atteintes d'un handicap. Est-ce qu'il y a quelque chose que tu voudrais rajouter ou moi j'aimerais bien encore te poser une petite question quand même avant de te laisser conclure. Vous avez des intervenants extérieurs ici. Il y a des personnes un peu connues qui viennent de temps en temps faire un petit coucou auprès de tes apprenants pour leur dire voilà mon parcours, voilà ce que j'ai fait, etc. Alors on s'appuie aujourd'hui sur différentes personnalités. Effectivement, on a des sportifs comme Didier Richard qui est effectivement qui a fait 4 fois les Jeux paralympiques dans le domaine du tir sportif plus précisément. Alors on n'a pas que, il y a aussi également différents intervenants sur des hommes politiques, mais pas que. Il y a également différentes personnes, que ce soit des élus, qui viennent justement un petit peu impulser aussi parce que pour le coup, les formations restent avant tout des pouvoirs publics. Et c'est aussi important que les jeunes puissent se rendre compte que cet argent public permet de les former, de les préparer.
Oui, on a des partenaires, oui, on a des sportifs, oui, il y a des gens qui viennent chez nous à l'instant T pour démontrer cette plus-value de réussite d'éducateur sportif. Mais avant tout, c'est que le jeune prenne conscience que cette formation a un coût et que au-delà de ce coût-là, sans l'aide de la région, mais pas que, avec l'ensemble des partenaires ou des OPCO également, le maillage il est important avec de cette construction du parcours. Et si tu devais, pour conclure ce court entretien, par une simple phrase ou quelques mots, donner envie aux personnes de venir rejoindre effectivement cette formation, pour ceux qui ont un peu la fibre sportive ou qui cherchent un petit peu, qu'est-ce que tu leur dirais? Moi, je leur dirais d'oser. Oser une nouvelle aventure, oser une qualité de vie, oser l'activité physique, hein, ça reste encore une fois notre capital santé. On le voit très bien sur la sédentarité, on le voit également sur l'aspect de l'alimentation. Mais prenons-nous en charge aujourd'hui par l'activité physique, prenons-nous en charge alors on cherche pas des compétiteurs avant tout, mais prenons-nous en charge sur notre santé. Parce que effectivement, quand le médecin va vous envoyer une prescription médicale, refaites du sport, cette prescription vous l'aurez pas eu parce que vous aurez anticipé avant, vous aurez osé. Eh ben super. Écoute Ludovic, merci en tout cas pour cette intervention. Et puis on va enchaîner ensuite avec effectivement, pourquoi pas, on va essayer de trouver chez toi une personne salariée. Puis il y a peut-être encore des indépendants qui interviennent chez toi ou pas? Oui, il y a Angélique aujourd'hui qui est présente, la coordinatrice, sur Guillaume. Voilà, il y a plusieurs personnes et puis prenez plaisir. Mais en tout cas, merci à vous. Non, merci à toi effectivement de nous recevoir dans ce superbe établissement avec ces élèves qui sont effectivement qui respirent la santé. On voit qu'ils font du sport et puis qui sont, on voit aussi qu'ils sont bien, bien physiquement, mais aussi bien psychologiquement. Merci Ludovic. Merci Olivier, à bientôt. Alors, je suis en compagnie de Julie et Esteban qui sont à LM Sport Formation sur Saint-Quentin. Bonjour Julie. Bonjour. Bonjour Esteban. Bonjour. Alors, Julie, on va commencer par toi. Donc, ici, tu es rentrée en formation. C'est quoi ton objectif en fait? Explique-moi un petit peu ton parcours. Alors, mon parcours, c'est que j'ai passé mon bac STMG, donc pas du tout dans le sport. Et par la suite, j'ai fait une année de césure où j'ai commencé la muscu pendant 1 an. Et pendant cette année-là, en fait, je me suis remis en question et je me suis dit, en fait, c'est ça que je veux faire, c'est ça ma passion. Donc, je me suis renseignée sur les alentours et j'ai trouvé le BPGEPS AF. Voilà. Et de ton côté, toi, ça s'est passé comment, Esteban? Alors moi, j'ai passé un bac général. De base, j'étais parti en gendarmerie. Ouais. Je me suis réorienté vers le sport. J'ai fait 1 année de STAPS. Ça me plaisait plus. Et j'ai cherché un truc un peu plus court et moins scolaire. Et j'ai trouvé le BPGEPS. Et c'est quoi ton ambition, je veux dire, après le BPGEPS, effectivement? Qu'est-ce que tu veux faire, Esteban, après? Après le BPGEPS, je voudrais me mettre à mon compte, ouvrir ma salle par la suite et créer ma marque, un peu comme Basic Fit, l'Orange Bleu. Ouais. Et mais créer ma marque à moi et m'implanter un peu partout en France. Beau programme. Et de ton côté, toi, Julie, c'est quoi ton ambition? Alors, pour moi, mon ambition, ça serait plus de montrer le bien-être en fait du fitness, même dans les cours collectifs, tout ça, et transmettre vraiment ma passion que j'ai pour ce sport. Ok, plus en tant qu'indépendance ou tu vas chercher plus une partie salariale en fait? J'aimerais bien faire de l'indépendance, mais pour l'instant en salarial ça m'irait. Ok, super. Et ça se passe bien ici? Oui, super. Ouais, Oui. l'ambiance est bonne? Ah oui. Ouais. En tout cas, merci pour la blague avec la girafe, parce que vous m'avez fait tous les deux une blague sur la girafe. Voilà, c'était plutôt cool. Merci à vous deux. Merci. Et je me retrouve donc en compagnie de Angélique et Guillaume à LM Sport Formation à Saint-Quentin. Bonjour Angélique. Bonjour Olivier. Bonjour Guillaume. Bonjour Olivier. Et là, on va parler de la partie formation, professionnalisation, éducation. Alors déjà, on va parler un petit peu des études pour arriver à ce métier-là. Est-ce qu'il y a des passerelles? Comment ça fonctionne? Qui peut me répondre à ça? Angélique, Guillaume, qui s'y colle? Alors, je vais prendre la parole. Pour arriver dans notre formation à LM Sport Formation en tant qu'éducateur sportif, il n'y a pas vraiment de prérequis au niveau scolaire. C'est accessible à tout niveau scolaire, qu'on ait des diplômes ou pas. Les prérequis seront d'avoir le PSC1, de pouvoir répondre à des activités physiques avec un test physique en entrée qu'on appelle des TEP, et ensuite de faire des tests écrits et oraux, tout simplement. Tu parlais de PSC1, c'est quoi exactement? C'est le secourisme.
D'accord, ok. Donc, il faut avoir son brevet de secourisme niveau 1 pour pouvoir intégrer également la formation. Si on parle un petit peu de cette formation, ça a une durée, je suppose. Ça a un coût. Alors chez nous, les formations, elles se passent sur une année. Donc ils sont rentrés par exemple cette année au 26 septembre 2023. Ils sortiront le 30 août 2024. Ouais. Sur le coût de la formation, non, ils n'ont juste à payer qu'un droit d'entrée sur les tests physiques et les frais pédagogiques. Le tout est à moins de 200 €. Et pour le reste, ils sont rémunérés pour faire la formation. D'accord. Donc soit sous un statut d'apprentissage, donc avec un contrat d'apprentissage et ils ont un employeur, donc ils sont en statut salarié, ou soit une rémunération par Pôle emploi ou par la région. Donc on peut éventuellement aussi, donc ce qu'on est en train de me dire, c'est qu'on peut aussi se reconvertir dans le métier du sport pour passer un diplôme d'éducateur sportif. C'est bien ce qu'on passe ici, un diplôme d'éducateur sportif, et qu'on peut se le faire financer effectivement. Exactement. La reconversion professionnelle, le montage d'un dossier, réussite des tests écrits, des tests oraux et des tests physiques. Et puis, on peut, à tout âge, venir en formation pour être éducateur sportif. Bon, pour moi, c'est un peu raté, mais bon, j'ai déjà le diplôme, donc on va pas le refaire une seconde fois, ça c'est clair. Donc, on peut y avoir accès également via de la professionnalisation, ou comment ça, on peut avoir un mix des deux. On parle parfois de contrat d'apprentissage dans certains domaines. Est-ce que là, ça peut être aussi le cas? Comment ça fonctionne? Alors, il existe des passerelles sur le contrat de professionnalisation. Donc là, il faut voir avec l'employeur actuel pour pouvoir monter le dossier et se rapprocher de nous en milieu d'année pour pouvoir faire la rentrée parce que le dossier dure entre 4 à 6 mois pour le montage du dossier. Ok. Il y a des stages à faire? Alors, sous le statut traditionnel au niveau des formations, c'est une convention de stage qui est faite avec des structures d'accueil. Ouais. Donc, le stage dure sur toute l'année. Ok. Et au niveau demain, je décide de me reconvertir, même si c'est un peu tard, et effectivement de me relancer dans une carrière sportive. C'est facile de trouver une école, c'est facile de trouver un stage. Alors, ça va être beaucoup plus facile pour des plus jeunes qui sortent du niveau scolaire de trouver un stage ou une structure en apprentissage plutôt que quelqu'un qui se reconvertit. Maintenant, c'est faisable, il y a pas de souci. Nous, on dirige aussi, on fait une aide à l'accompagnement sur la recherche des structures. On a des partenaires et on a aussi un environnement, un secteur très élargi. C'est pas que sur Saint-Quentin, on est vraiment sur des secteurs qui vont monter jusque Lille, sur Laon, vraiment un environnement assez large. Donc plutôt facile de trouver une école effectivement si on veut effectivement devenir éducateur sportif. Juste une petite question à Guillaume parce que en off tout à l'heure tu m'as dit que tu étais indépendant. D'ailleurs on va en parler un peu après. Et donc t'es passé toi par ce centre de formation. Ton avis, à toi un petit peu comment t'as vécu effectivement tout ce cursus, ta recherche de stage, etc. Alors effectivement, moi j'ai donc passé le diplôme donc ici à LM Sport Formation, donc obtention du diplôme et puis toute une évolution. Actuellement, on parlait donc de structure de stage, donc j'ai également aussi moi ma propre structure donc où j'interviens et donc j'accueille des stagiaires qui sont eux-mêmes stagiaires donc dans ALM Sport Formation et donc qui pratiquent leur stage dans notre salle de sport et donc qui font leur formation pratique que ce soit en musculation, en coaching, en cours collectif, fitness, etc. Donc plutôt facile de trouver un stage si on s'en donne un peu les moyens. Exactement. Ouais. Pas de souci à ce niveau-là. Petite question concernant le métier d'éducateur sportif par lui-même. C'est un métier qui est un peu figé ou ça bouge? Il y a toujours des choses il faut se tenir au courant. Il y a de grosses évolutions. Comment ça fonctionne? Alors moi qui suis vraiment dedans dans le secteur éducateur sportif, donc il y a énormément de choses à proposer. Alors il faut se donner les moyens, il faut être créatif, mais on a énormément de choses à faire, que ce soit du coaching personnalisé, des cours collectifs. Maintenant, on a aussi des accompagnements en ligne qui sont possibles. Ensuite, si on a le profil pour, il y a aussi le formateur. On peut devenir formateur pour les éducateurs sportifs. Enfin, il y a énormément de choses qui sont réalisables.
Donc effectivement, c'est un métier qui bouge dans tous les cas. Il faut quand même toujours se tenir informé, c'est bien ça. C'est pas on a passé le diplôme et puis on fait 30 ans de carrière derrière, quoi. Non, il y a une évolution dans la pratique en tant qu'éducateur sportif, une évolution sur la transmission, sur la pédagogie, avec les générations qui bougent, qui changent, des sports innovants. Donc on n'éduque pas de la même façon sur la pratique sportive comme on le faisait il y a 20 ans, il y a 30 ans. Donc c'est une perpétuelle remise en question, de recherche aussi d'adaptation, et vraiment d'évoluer avec la société. Et on est des relais de la société en tant qu'éducateur sportif, et on touche toutes les générations et tous les publics à tout âge. Ça va du plus petit de 2 ans à 90 ans, plus des personnes en situation de handicap. Donc on doit vraiment évoluer avec toutes les générations et tous les publics. Alors, je sais pas qui va savoir répondre à cette question-là, mais il y a beaucoup de coachs en ce moment. Il y a des coachs pour tout. Il y en a même qui travaillent pour des grandes marques de nutrition et qui se disent coach sportif. Aujourd'hui, pour pouvoir exercer cette profession, il y a besoin d'avoir un diplôme ou on peut s'inventer coach du jour au lendemain. C'est réglementé, c'est pas réglementé. Comment ça fonctionne? Alors oui, il faut avoir un diplôme. Il faut aussi avoir surtout une carte professionnelle. Donc avec cette carte professionnelle, on peut avoir rémunération de notre activité. C'est très important et c'est obligatoire. Sinon, on est dans l'illégalité. Ouais. Donc la carte professionnelle est très réglementée. On a une honorabilité qui est vérifiée. C'est-à-dire qu'un coach qui se dit coach, s'il n'a pas sa carte professionnelle, son honorabilité n'a pas été vérifiée. L'honorabilité, c'est le casier judiciaire B2. D'accord. Voilà. Le fameux extrait de casier judiciaire Exactement. Qui permet de voir qu'on n'a pas été condamné pour différents délits. Puis on en parle beaucoup en ce moment, hein, donc faut être clair. On va éviter d'aller glisser sur ce sujet-là parce qu'il y aurait tellement de choses à dire. Demain, un jeune ou un jeune qui veut se reconvertir, qui veut effectivement entrer dans les métiers du sport et acquérir donc un diplôme d'éducateur sportif, est-ce qu'il y a des des contre-indications à la pratique de cette activité, type je sais pas moi, allergie ou des choses comme ça, ou est-ce qu'effectivement c'est vraiment ouvert à tous? C'est-à-dire pour devenir éducateur sportif, est-ce qu'il y a des non, pas forcément, parce que moi, donc, du coup, qui suis à LM Sport Formation, j'ai vu passer énormément de stagiaires et on a vu des profils vraiment variés, différents, que ça soit au niveau des compétences intellectuelles, que ça soit des compétences physiques, au niveau des handicaps. On peut accueillir vraiment tout profil, donc tout le monde peut vraiment devenir éducateur sportif si il en a l'envie, la motivation et s'il y a quelque chose, un projet derrière à développer. Donc à moins d'être allergique au travail et c'est ça. Voilà, mais je veux dire, par exemple, être asthmatique, ça n'empêche pas de devenir éducateur sportif, quoi. Pas du tout. Clairement, quoi. Ok. On a vu qu'il y avait des stages à faire pour pouvoir effectivement valider son diplôme. On va parler d'un tout autre sujet qui est un sujet dont on parle de plus en plus actuellement. Quelle va être la place, à votre avis, de l'intelligence artificielle dans ce métier, effectivement, sur les années à venir? Alors, l'intelligence artificielle, elle va dans tous les cas avoir un aspect positif et un aspect négatif. Donc c'est dans toutes les nouvelles choses émergentes, il y aura toujours les deux aspects qui vont arriver. Alors le but c'est de nous aider, nous les éducateurs sportifs, mais en aucun cas de nous remplacer. D'accord. Voilà, exactement ce que je pourrais dire là-dessus. Donc nous aider à nous faire gagner du temps peut-être sur différentes tâches, mais en tout cas l'humain ne sera pas remplacé. La relation avec le pratiquant et nous l'éducateur, elle ne pourra pas être remplacée par un robot. En tout cas de mon point de vue, je ne pense pas. Et de ton point de vue à toi, Angélique? C'est le même point de vue. Effectivement, l'intelligence artificielle peut avoir un côté positif pour nous aider sur la création, des préparations de séances, des idées évolutives. Ensuite, ça ne remplacera en aucunement l'humain sur le respect à l'intégration physique de nos pratiquants, sur de la réglementation,
Et puis la relation humaine, l'éducateur sportif doit avoir dans ses compétences l'empathie, toutes les qualités de la vie en société, les relations humaines, toutes les valeurs qui sont défendues par le code du sport. L'intelligence artificielle ne peut pas remplacer tout ça, toutes les qualités humaines et la communication entre les humains. Merci à vous deux. On va se retrouver, on va marquer une petite courte pause musicale. On va se retrouver dans quelques instants pour pouvoir parler de la mixité dans ce métier d'éducateur sportif, la mixité hommes et femmes. Alors, puisqu'on en est à la mixité homme-femme, et oui, on enchaîne. Pas de pause. Mixité homme-femme, ça se passe comment au niveau de cette profession, effectivement, d'éducateur sportif? Il y a plus de femmes, plus d'hommes, ça marche comment? Alors moi, j'ai pas forcément de données chiffrées, mais je pense, de mon point de vue, de mon expérience, que c'est assez homogène. En fait, il y a des sports, des activités qui sont un petit peu plus axés femmes, un peu plus axés hommes, mais je peux remarquer qu'on a quand même une homogénéité homme-femme. Alors, sur le terrain, sur les personnes diplômées, au niveau des chiffres, j'ai pas les chiffres exacts. Si je prends au niveau de nos formations, de nos sessions, effectivement, on a beaucoup plus de garçons que de filles qui viennent s'inscrire dans nos formations. Actuellement, sur des sessions, par exemple sur l'activité physique pour tous, sur nos 20 stagiaires, on est à 2 filles. Ouais. Sur les apprentis, on sera qu'à 3 filles. Sur la 3e session, il me semble que vous êtes 5 filles. Ouais. Donc effectivement, il y a quand même un minima chez les filles. Sur le terrain, sur certaines activités, sur certains sports, oui. Il n'y a pas assez de féminines, surtout dans l'encadrement. Donc moi, j'évolue aussi dans d'autres pratiques sportives où effectivement, sur une activité, je suis la seule entraîneur en France femme. Donc oui, il y a toujours un côté inégalitaire au niveau homme-femme, alors que c'est un métier qui est complètement ouvert sur les deux côtés. Nous, on le ressent pas sur nos formations, dans notre encadrement, parce qu'on a quand même une mixité chez nos formateurs, chez les personnes qui sont intervenantes chez LM Sport Formation. Éventuellement, on a peut-être même plus de femmes que d'hommes. Ouais. Voilà. Moi, si j'avais quelque chose à rajouter là-dessus, donc peut-être qu'il y a une différence en termes de chiffres par rapport aux stagiaires, mais quand on continue sur l'activité, en fait, les chiffres, je pense, s'équilibrent parce qu'il y a une partie des diplômés hommes qui ne continuent pas forcément leur carrière dans le métier d'éducateur sportif, et donc du coup, les chiffres se rééquilibrent. Ok. Tout à l'heure, Angélique, quand tu m'as dit oui, je suis entraîneur pour d'autres activités, et tu m'as dit que tu étais la seule entraîneur avec un E, il y a une équivalence féminine au métier ou pas du tout? Alors c'est une question que j'ai souvent posée et que j'ai du mal à répondre, parce que si on devait féminiser le mot entraîneur, ça serait entraîneuse. Oui. Et ça peut être une connotation un peu péjorative. Voilà. Donc il faudrait peut-être trouver ce petit mot. Terme. Voilà, entraîneur avec un E éventuellement. Ouais. J'ai pas fait vraiment de recherche sémantique sur la notion de féminisation du mot entraîneur. Après, on parlait tout à l'heure de coach. Il faut faire la différence entre éducateur sportif, coach et entraîneur. Donc on dit éducatrice sportive du coup. Éducatrice sportive. Là, c'est à son équivalence. Voilà. Okay. C'est discriminant d'être une femme dans ce métier-là? Moi, je n'ai jamais ressenti de discrimination à être une femme dans le métier d'éducatrice sportive. Donc non, c'est quelque chose en plus. Nous, on inculque vraiment ces valeurs à nos stagiaires et nos apprentis. Il y a des avantages ou des inconvénients justement à être une femme dans ce métier? Il peut y avoir des inconvénients. Après, ça sera plutôt des inconvénients personnels, puisque on a des horaires décalés, des travails de week-end, plutôt le midi, le soir. Donc oui, avec la vie de famille, mais c'est un peu comme les hommes. Mais c'est vrai que pour les femmes, c'est peut-être un peu plus compliqué. Et puis l'inconvénient physique, avec toutes les problématiques des femmes sur ce côté-là, qui sont plus contraignants que chez les hommes. Ok. Ton point de vue à toi, Guillaume?
Bah, il est un petit peu identique, hein. Moi, de toute façon, mon point de vue sera toujours, il y a toujours un côté plus, un côté moins sur tous les aspects. D'être une femme a des côtés moins et plus. Donc là, on a plutôt vu aussi côté physique. C'est vrai que il y a des contraintes. Au niveau des plus, je dirais que leur aspect, leur sensibilité leur permet peut-être de mieux comprendre et mieux ressentir les besoins et les attentes de certaines personnes. Donc de mieux répondre à leurs besoins. Et tout à l'heure, Angélique, tu me parlais effectivement de la vie de famille. C'est facile dans ce métier-là de concilier effectivement vie de famille et vie professionnelle, ou ça demande quand même quelques sacrifices. C'est facile si on prépare sa famille, si on communique avec sa famille et qu'on explique les choses. Personnellement, j'ai 4 enfants, donc mariée, 4 enfants. J'étais beaucoup sur le terrain pendant des années, donc avec beaucoup d'absences. Tous les week-ends, des retours à la maison tard le soir. Donc, il faut communiquer avec sa famille, préparer ses enfants à ces absences et leur expliquer que c'est un travail, mais aussi les inclure dans le travail, leur donner le goût du sport et venir partager avec soi cette passion. Et là, ça passe très bien au niveau de la famille. Mais oui, effectivement, ça apporte des contraintes. Et si j'élargis, souvent on rate des anniversaires, des soirées, des choses comme ça en famille, parce qu'on a le travail et qu'on doit aussi être responsable et s'occuper de nos pratiquants. De mémoire, quand je travaillais comme éducateur sportif, il y avait une chose en fait qui était super compliquée pour moi. Je sais pas pour vous comment vous vivez ça, mais en général on travaille beaucoup pendant les périodes de vacances scolaires. Donc comment vous arrivez à concilier ça? Parce que tu dis que tu as 4 enfants, donc mais quand tes 4 enfants sont en vacances scolaires, concrètement c'est là où toi t'as le plus de taf peut-être ou le plus de demandes. Donc comment tu arrives à concilier tout ça? Alors, il faut faire une différence entre l'éducateur sportif et le coach, comme Guillaume qui est indépendant, qui va pouvoir choisir peut-être plus son planning et sa façon organisationnelle de gérer ses coachings et son côté aussi formateur. Par exemple, chez nous. Et quand on est éducateur sportif sur le métier en général, on va vite se tourner vers de l'entraînement avec des spécialisations. Et donc, effectivement, on va travailler plus pendant les vacances, plus le week-end. Oui, pendant les vacances, c'est ce que je dis. Si on a des enfants, essayer petit à petit de les inclure dans le sport pour pouvoir partager avec eux, ou plutôt qu'ils viennent partager avec nous ces choses-là. Mais oui, on travaille beaucoup plus pendant les vacances. C'est ce côté-là qui t'a fait choisir d'être indépendant, du coup, Guillaume, ou pas? Moi c'est plutôt venu naturellement. C'était plutôt mon côté entrepreneurial qui a pris le dessus. Ce besoin de liberté, ce besoin de développement. J'ai du mal à me maintenir dans une case, dans le côté salarial où je me sens emprisonné. Donc j'ai besoin de cette liberté, donc ce côté indépendant, entrepreneurial, pour pouvoir expérimenter, créer des nouvelles choses, et également ce côté organisationnel qui est à la fois côté positif et négatif. C'est toujours ça. Donc d'un côté on organise son planning, mais d'un autre on n'a pas non plus la sécurité du salaire. Donc il y a toujours un plus, un moins, mais moi de mon côté j'apprécie cette liberté organisationnelle, c'est certain. Alors je me retrouve avec Coralie et McJeffrey. Bonjour Coralie. Bonjour. Bonjour McJeffrey. Bonjour. Alors on va commencer par Coralie. Coralie, tu as une spécialité de sport. C'est quoi ton sport? C'est le football. Le football. Et qu'est-ce qui t'a amené en fait à venir suivre cette formation d'éducatrice sportive? En fait, moi je fais du football depuis mon plus jeune âge et j'ai toujours été attirée par le sport quel qu'il soit. Et le but en fait pour moi c'est d'encadrer dans le foot. Donc c'est pour ça que j'ai voulu passer mon BPGEPS ABT et j'ai entendu parler d'aller me formation par un de mes anciens coachs. Du coup, je suis venue ici. Ok, super. Alors, McJeffrey, toi, c'est un peu particulier parce que toi, tu viens de Montréal, c'est bien ça? Exactement, je suis né Canadien, oui. Tu es né Canadien et donc tu vivais à Montréal avant de venir ici ou comment ça s'est passé pour toi? Grâce au foot justement, parce que c'est mon champ d'expertise en ce moment aussi. Le sport m'a permis de voyager dans plusieurs pays quand même.
Donc, dans les 5 dernières années, avant de venir en France, qui est ma première fois, je suis allé au Portugal. Donc, je parle portugais et tout. J'ai joué en 3e division nationale là-bas. Donc, voilà, j'étais en mesure de me faire un nom là-bas. Et ce qui m'a emmené justement jusqu'en France. En ce moment, je joue pour Ritancourt, meilleur buteur de la Coupe de France actuelle. D'accord. Donc voilà. Non, mais tout va bien hein, jusqu'à maintenant. Donc voilà. Ben, tant mieux, hein, si tout va bien pour toi. Nous, on est contents. Hein. Donc, tu as intégré cette formation d'éducateur sportif et t'imagines comment la suite après, une fois que tu vas avoir ton diplôme et ta carte pro? Ah ben ça c'est écrit dans le ciel. Hein. Moi, je pense que tout le monde le sait. C'est justement pour prendre la relève pour les futurs athlètes. Les futurs éducateurs sportifs aussi, parce que je pense qu'en tant que rôle d'éducateur, le rôle premier c'est d'animer mais aussi d'éduquer. Et je pense que dans le sport, en tout cas pour ma part, je sais que le sport m'a appris beaucoup et m'a apporté beaucoup, justement pour m'intégrer dans quelconque société et aussi être une meilleure personne, tout simplement. Parce que là, en fait, là, le diplôme que tu prépares, c'est un diplôme un peu généraliste sur l'animation sportive. Exactement. C'est ça. Sport pour tous. Sport pour tous. Ensuite, tu vas te spécialiser foot ou comment ça va fonctionner pour toi? Oui. Bon, dans la première idée, c'est vrai. Première approche, je dirais, pour me spécialiser au niveau du foot, parce que c'est ma passion. Après ça, je sais que on est toujours en découverte de plusieurs activités au cours de la formation. Exemple, le STEP. C'était quelque chose que je connaissais pas nécessairement, mais j'ai pris plaisir. Et je pense que voilà, avec Monsieur Lout, on va être en mesure de créer quelque chose d'intéressant, je pense. Super. Et de ton côté, toi, t'envisages comment ton avenir après ton diplôme? Dis-moi, Coralie. Bah moi, de mon côté, pareil que Jeff, hein, c'est dans le foot parce que c'est notre sport de prédilection. Et comme Jeff l'a dit, le sport nous a beaucoup apporté parce que moi, j'ai pu connaître le haut niveau puisque j'ai joué en U19 national au Stade de Reims pendant quelques temps. Ouais. Et voilà, j'ai commencé à l'US la faire en U13. J'ai commencé très tard parce qu'en fait mes parents ils voulaient pas que je pratique le foot parce que c'était pas pour les filles. Mais bon. Ouais. Ensuite je suis passée par Gauchy, le Stade de Reims. Je suis revenue 2 petites années à Gauchy et maintenant je joue au BC Vélan. D'accord. Mais ouais, pareil, je veux encadrer dans le foot. Après il y a plusieurs diplômes spécifiques et si je peux me perfectionner dans ça, ce sera tout bénef pour moi. Eh ben super, on peut que vous souhaiter le meilleur dans ce parcours après votre diplôme. Merci mec Jeffrey. Mais merci à vous. Merci Coralie. Merci à vous. Et puis bonne continuation. Pareillement. Merci à vous aussi. Alors toujours en compagnie d'Angélique et Guillaume, et là on va aborder une partie importante en fait du métier, c'est la différence en fait entre le fait d'être indépendant ou d'être salarié. On va commencer par le salariat. Donc toi tu es salarié aujourd'hui, Angélique, c'est bien ça? C'est ça. Donc moi je suis salariée chez ALM Sport Formation. J'ai un statut aussi un petit peu particulier. Je ne suis pas à temps complet par choix parce que j'ai un autre travail à côté. Donc je reste aussi un petit peu comme Guillaume dans cette envie d'autonomie, de polyvalence. Et je pense que ça c'est une base fondamentale de l'éducateur sportif. C'est de pas rester dans une case. C'est un petit peu le b.a.-ba en fait de l'éducateur sportif dans l'adaptabilité. D'être créatif et de changer d'environnement. Donc je suis salariée à un temps aux 3/4 chez ALM Sport Formation, qui me convient très bien. Donc je suis coordinatrice de 2 sessions activité physique pour tous, une session en apprentissage et une session en formule traditionnelle qui passe par des stages. Et je suis aussi formatrice, donc j'ai 50% de coordination et 50% de formation en face-à-face pédagogique. Et pour quelqu'un qui vient ici en formation et qui ressort avec son diplôme d'éducateur ou d'éducatrice sportif, c'est facile de trouver un job en salariat actuellement ou ça reste compliqué et on va être sur quel type de contrat, plus de la vacation, du CDI, du CDD, de l'intérim, dis-moi. Alors on va pas se le cacher que ça va être plus compliqué de trouver un salariat à temps complet. Ça va être beaucoup plus de mi-temps. Ça va peut-être commencer par des CDD, après des CDI.
On a la chance d'avoir des apprentis qui sont dans des structures qui vont pouvoir les embaucher à la fin de la formation s'il y a réussite du diplôme. Donc le but de l'apprentissage, évidemment, c'est d'aller dans ce sens-là, sur l'employabilité. Et après, on conseille, on accompagne sur l'auto-entreprise. L'auto-entreprise où là, il faut aller chercher sa clientèle, faire sa communication. Mais sur ce côté-là, Guillaume pourra en parler tout à l'heure, c'est beaucoup plus facile d'aller trouver des clients au niveau des contrats sur l'employabilité. On a la chance aussi d'avoir de la polyvalence sur l'accueil. On peut être salarié dans un organisme de formation, dans une collectivité, dans des associations sportives, dans des centres sociaux. Ça peut être aussi dans le sport entreprise, donc des entreprises. Maintenant, c'est le grand mouvement du sport entreprise. Donc, on peut aller trouver vraiment du travail un peu partout. Ça peut être des IME, des EHPAD. Partout où on fait des activités physiques, on peut être embauché en tant qu'éducateur sportif. Ensuite, ce qu'on conseille, c'est de pas se limiter au BPGEPS APT, c'est d'aller chercher des spécialisations. Et de Rappelle-moi, BPGEPS APT. Alors, c'est le brevet populaire pour l'éducation physique et sportive pour tous. Voilà. Okay. Donc, on peut être éducateur à titre initiatique sur toutes les activités physiques et sportives, sauf environnement spécifique. D'accord. Les environnements spécifiques, ça va être l'environnement aquatique, ça va être le tir sportif, l'équestre, tous les environnements, l'escalade, des choses comme ça. Donc, on peut vraiment aller dans toutes les associations différentes pour pouvoir exercer son métier d'éducateur, dans des écoles aussi. Donc, j'ai bien compris qu'effectivement, on pouvait exercer en tant que salarié, mais également en tant qu'indépendant. Et donc, je vais me tourner un peu vers Guillaume. Tu as choisi, toi, de partir en tant qu'indépendant. Qu'est-ce qu'il faut concrètement pour démarrer en dehors du diplôme? Ça demande beaucoup d'investissement personnel en termes financiers. J'allais dire, comment ça fonctionne? Il faut donc pour démarrer, il faut aller démarcher. Donc on a le diplôme, on a validé toute notre formation. Alors qui dit diplôme ne dit pas forcément travail, parce que ça reste un papier. Donc j'ai reçu mon diplôme, mon papier, ça ne veut pas dire que je suis employable. Donc bien marquer la différence. Il faut vraiment avoir l'envie, démontrer sa motivation, ses compétences, ses qualités, son profil et envoyer. Il y a que ça pour. C'est la même démarche pour tous les travails. Il faut avoir envie pour pouvoir trouver une intervention, que ce soit en sport entreprise, dans une association. D'ailleurs, on commence souvent dans des petites associations, ça nous permet de faire la main, comme on dit. Donc avec un public qui est relativement comment expliquer ça, où on peut s'exercer, on peut commencer ses premières interventions avec un public qui sera je trouve pas le mot, mais pas tes cobayes. Ouais, entre guillemets, c'est une première main. Donc, les associations sont souvent en demande d'éducateurs sportifs, puisque vu que c'est une première main, on va faire peut-être 1 an, 2 ans, et puis l'éducateur va trouver d'autres interventions. Donc, il y a un roulement, un turnover qui est assez important. Donc, j'aurais comme conseil de commencer par des petites associations où elles seront friandes de demandes d'éducateurs sportifs pour des interventions pour des publics jeunes, que ce soit pour les enfants. Il y a énormément de demandes, ça se développe. Pour un public classique, donc adulte, et pour les seniors également, il y a énormément de demandes. Donc sur les seniors, on se situera sur des créneaux qui sont plutôt le matin. Donc après c'est pareil, on commence à se développer, on commence à connaître donc les créneaux, et puis ensuite on arrive sur de l'organisationnel. Donc le matin, je vais plutôt m'occuper des personnes âgées. Le midi, ce sera peut-être du coaching personnalisé pour les personnes qui travaillent et qui ont des disponibilités le midi. Puis le soir, je serai peut-être sur des créneaux ouverts, donc là où il y a beaucoup de disponibilité, je vais faire des cours collectifs. Là, on arrive vraiment dans de l'organisationnel. Donc concrètement, en fait, on peut démarrer avec son diplôme et l'envie, en fait, de trouver des prestats. On n'a pas besoin d'avoir 15 tonnes de matériel ou d'acheter 25 000 euros de matériel pour démarrer, quoi. Alors,
pas forcément 25 000 € de matériel, faut quand même avoir du matériel à disposition. Après, chez nous, chez LM Sport Formation, on a toujours les mêmes valeurs, donc on accompagne vraiment nos anciens stagiaires et nos apprentis. Donc, un formateur ou un coach qui est auto-entrepreneur peut venir nous emprunter du matériel avec une petite convention, ce que fait Guillaume, par exemple, ou d'autres. Donc, nous, on a toujours dans l'esprit d'accompagner. Donc Guillaume, comme d'autres de nos formateurs, sont des anciens stagiaires d'ALM. Donc on garde toujours ces valeurs, nous, du sport, de partage et de formation. Je rajouterais juste, pour être auto-entrepreneur, effectivement, Guillaume a raison, faut juste avoir réglementairement, ce qu'on disait tout à l'heure, déclencher tout de suite après avoir eu son diplôme, sa carte professionnelle. Ouais. Alors ça, c'est le b.a.-ba pour pouvoir soit travailler en tant que salarié ou soit faire une auto-entreprise. Ça, c'est important. Et on oublie aussi, il y a aussi un gros développement sur le sport handicap. Oui. Donc, il y a beaucoup de choses aussi à faire de ce côté-là pour développer et pouvoir aussi s'occuper de toutes ces personnes en situation de handicap qui ne demandent qu'à pratiquer. Et tout ce qu'on apprend en formation, on a des gros modules sur le sport handicap et on peut vraiment avoir beaucoup d'éducateurs qui viennent s'occuper de ces pratiquants-là. Ça, il n'y a pas de souci. Et pour parler un petit peu chiffon, parce qu'à un moment donné, il faut aussi qu'on sache quand on rentre en formation à quoi s'attendre au niveau de la rémunération. Il y a une grosse différence entre un indépendant et un salarié au niveau rémunération aujourd'hui. Alors c'est toujours un sujet un petit peu tabou. On sait pas vraiment non plus. Je veux pas de chiffres. Non, mais bien sûr, mais justement, donc personne ne veut de chiffres, mais du coup on ne sait jamais quel chiffre a le collègue ou en salarié, en indépendant. Donc moi j'ai pas forcément d'idée. Moi je sais que de mon côté en tant qu'indépendant, ce qui est ma force, c'est que justement je peux multiplier les interventions. Donc je vais multiplier aussi mon chiffre d'affaires. Tandis qu'en salariat, je sais que on a un fixe et puis peut-être si je fais des heures sup, ça va augmenter. Mais en termes d'évolution, je pense que en tant qu'indépendant, il y a plus de facilité à se développer. D'accord. Ok. Donc effectivement, aujourd'hui, tu arrives à vivre de ton activité, quoi. J'arrive à vivre de mon activité, effectivement. Donc, ce qui est important, c'est surtout ça, c'est de savoir qu'on peut en vivre en fait en étant indépendant. Toi de ton côté, donc t'es salarié, t'es sur une grille de salaire qui est établie par l'État ou c'est des conventions avec les entreprises? Comment ça fonctionne? Exactement. En tant que salarié, on est sur une grille de salaire, la grille de salaire sportive. Donc c'est par des groupes. Donc par rapport au diplôme et ensuite il y a aussi par rapport aux missions qui nous sont confiées, les tâches qu'on peut faire. Donc on peut être salarié, avoir une rémunération sur un groupe supérieur, même si le diplôme est inférieur. Ça, c'est aussi à négocier. L'auto-entrepreneur pourra plus facilement négocier ses tarifs, puisqu'il va les baser ses tarifs, et au plus il va se faire grandir et évoluer sur ses compétences, et au plus il pourra, et sur la communication, avec le bouche à oreille, il pourra faire évoluer ses tarifs. Que en tant que salarié, on ne peut pas arriver à des tarifs qu'un auto-entrepreneur pourra donner, se fixer et fixer avec ses partenaires sur les contrats qu'il va choisir. Donc il y a une liberté au niveau de ce tarif sur les auto-entrepreneurs qui est louable puisque derrière ils ont toutes leurs charges à payer. Bien sûr. Éventuellement les frais de déplacement, le matériel pédagogique. Donc les charges ne sont pas les mêmes non plus. Oui, et puis aussi le terme de sécurité aussi. Donc qu'on n'a pas forcément chez les indépendants, c'est-à-dire qu'on n'a pas de congé payé. Donc ça il faut aussi l'inclure, c'est-à-dire qu'on paye soi-même, quoi. Voilà. Donc c'est pareil, les moments où on va gagner un petit peu plus, on va devoir le récupérer à un moment donné où on sait que en tant qu'éducateur sportif, on a des périodes montantes où il y a une forte activité et on a des périodes creuses où là il faut avoir prévu, quoi. Donc d'ailleurs, j'ai une question complémentaire pour toi, Guillaume. Je sors, j'ai mon diplôme, j'ai fait ma carte pro, ça j'ai bien compris qu'il fallait que je fasse ma carte pro. Je me dis ok, je me lance en indépendant. Faut que je compte combien de temps à peu près pour pouvoir dire je vais réussir à vivre de mon activité. En moyenne, on sait à peu près combien de temps les gens mettent pour pouvoir effectivement vivre correctement ou pas? Alors moi j'ai mon idée parce que j'ai ma propre expérience. De mon point de vue, je pense qu'il faut un minimum d'un an et demi voire 2 ans avant d'être bien installé. Et je pense même que c'est même rapide.
Je parle de mon cas parce que j'ai eu quand même des facilités avec des contacts, et puis mon envie aussi, hein, mon envie de travailler, ma motivation, mon envie de me développer. Donc ça, je le mets en avant. Mais ouais, il faut un minimum de temps quand même pour se faire quand même son nom, montrer que ce qu'on propose c'est de la qualité, et puis automatiquement si on fait des choses de qualité, moi première intervention va m'en débloquer une autre, et en fait c'est un cheminement, c'est la boule de neige, quoi. Et pour revenir un petit peu sur le salariat, dis-moi Angélique, moi j'aime bien parler un petit peu de la différence entre un junior, quelqu'un qui démarre, un senior, quelqu'un qui a déjà 10 ou 15 ans d'expérience derrière lui. Il y a une grosse différence de salaire ou pas entre quelqu'un qui démarre et quelqu'un qui a 10 ans d'expérience, ou c'est la même chose? C'est la même chose, ça va être au diplôme et puis aux compétences, les missions qui ont été confiées. Donc sinon c'est la grille de salaire qui détermine. Je ne connais pas forcément de senior qui va demander un tarif supplémentaire parce qu'il a plus d'expérience et qu'il est plus âgé. C'est la grille de salaire qui va déterminer. Donc un junior, comme on dit, quelqu'un qui est fraîchement diplômé, aura le même salaire qu'un senior. Après, le conseil, c'est d'aller chercher des diplômes supplémentaires sur le DGEPS, d'aller chercher des spécialités. Le DGEPS, hein. Le DGEPS, voilà, c'est au-dessus, c'est pour être entraîneur. D'accord. BPGEPS APT, c'est être éducateur, donc à titre initiatique, et au-dessus, après, on peut avoir des spécialités pour être entraîneur, et d'aller chercher aussi des compléments. Nous, on offre aussi des complémentarités avec des brevets fédéraux sur la marche nordique, sur le kinball, par exemple. D'aller aussi peut-être se former sur du BNSSA, qui complète aussi un BPGEPS APT. Donc il faut pas rester sur ses acquis, il faut pas rester sur un diplôme de base. Il faut perpétuellement se remettre en question et puis aller chercher une évolution. Si on veut une évolution de salaire, il faut aller se diplômer et aller chercher des évolutions de compétences. Donc, puisque tu parles d'évolution, justement, c'est sympa, je peux rebondir là-dessus. Donc l'évolution, parce qu'on peut acquérir de multiples compétences, on peut se spécialiser dans un sport, dans un autre sport, on peut enchaîner plusieurs spécificités qui vont permettre d'ouvrir d'autres portes auprès d'associations, auprès de fédérations, choses comme ça. Voilà, je démarre, je suis éducateur sportif, j'ai passé plusieurs spécialités, je suis salarié, j'ai des perspectives d'avenir où je vais rester éducateur sportif jusqu'à, on va pas donner l'âge de la retraite parce qu'on sait pas, donc voilà, si un jour on partira déjà en retraite, mais où est-ce que je vais rester effectivement éducateur sportif toute ma vie, où il y a moyen effectivement d'avoir d'autres fonctions, de tendre vers d'autres fonctions. Bien sûr, on tend à d'autres fonctions. J'ai moi-même mon exemple personnel de simple éducatrice sportive. Donc, je parlais tout à l'heure que j'avais aussi un autre travail. Dans cet autre travail, je suis responsable d'entraînement et responsable de formation de la Ligue de tir de Picardie. Donc, c'est des évolutions. L'évolution en tant que coordinatrice, qui n'est plus simple éducatrice sportive. Donc là, c'est coordinatrice de formation, l'évolution sur de la formation, comme avec Guillaume, on est aussi formateur de nos apprentis, de nos stagiaires. Donc il y a beaucoup d'évolutions. Et l'évolution dont je parlais tout à l'heure avec les DGEPS pour devenir entraîneur. L'évolution, on parlait de coach, parce que je disais la différence tout à l'heure entre éducateur ou éducatrice sportive n'est pas un coach. Donc tout ça, ce sont des évolutions. Et après, il y a aussi des concours à passer. On peut aller sur... alors, on parle aussi peut-être éventuellement de passerelles maintenant, où un éducateur sportif pourrait rattraper des filières STAPS. Donc, il pourrait peut-être éventuellement aller sur des CAPES pour être professeur de PS, professeur de sport. Voilà, c'est des choses qui peuvent venir très rapidement. Et puis, il y a toujours les concours externes, et puis d'autres diplômes à avoir pour évoluer. Tout ce qui est diplômes territoriaux, etc. Donc, il y a aussi ces passerelles-là avec concours sur lesquels on peut éventuellement tendre plus vers la fonction publique, en fait. Alors, pour le moment, c'est pas forcément le cas, mais c'est des choses qui sont en discussion et qui éventuellement vont pouvoir passer. Dans l'autre sens, on a des exemples maintenant où, au niveau scolaire, on a des écoles qui forment sur certaines parties de compétences sur le BPGEPS APT. On a actuellement le cas d'une jeune fille dans notre formation qui a passé ce qu'on appelle les UC1 et UC2 dans son établissement scolaire et qui arrive, donc il y a une équivalence sur notre formation. Ouais. Alors, je me retrouve avec Mélissa et Tom. Bonjour Mélissa. Bonjour. Bonjour Tom. Bonjour. Alors, on va commencer avec Mélissa. Donc, Mélissa, tu viens d'intégrer donc ALM Sport Formation ici à Saint-Quentin. Ouais. T'es venue y chercher quoi, dis-moi?
Du coup, moi, je suis venue chercher ici des connaissances nécessaires pour devenir coach sportive. Tout ce qui est contenu théorique sur les différents types de musculation, les différents processus pour établir des plans nutritionnels, tout ça, tout ce qu'il faut pour devenir super coach. Donc tu vas pouvoir t'occuper de me remettre en forme après, c'est bien ça? S'il faut, oui. S'il faut. Okay. Et toi, de ton côté, Tom? Alors moi, je suis principalement venu chercher des connaissances, tout ce qui était dans l'anatomie et l'ostéologie pour pouvoir affiner mes connaissances et pour pouvoir aider de manière plus efficace les gens que je coacherai par la suite. Parce que mon objectif, au fur et à mesure du temps, ce serait vraiment de pouvoir aider les personnes voulant démarrer et ne sachant pas trop comment faire. Et parce qu'on voit souvent en grande surface, les personnes sont lâchées et savent pas trop comment s'y prendre. Et là, mon objectif, c'est vraiment ça, de pouvoir les aider et leur faire démarrer correctement. Et ta discipline, t'as une discipline préférée ou quelque chose qui te plaît plus particulièrement? Alors oui, c'est vraiment la musculation brute, c'est-à-dire la musculation en elle-même, donc la force aussi principalement. Et voilà. Ok. Et ton côté, toi, Mélissa, c'était ta spécialité éventuellement? Moi, c'est le CrossFit. Du coup, je vais expliquer vite fait ce que c'est parce que je sais pas si tout le monde connaît. Du coup, le CrossFit, c'est un mélange de cardio-endurance, d'haltérophilie et on retrouve aussi des mouvements de musculation. Ouais. Et du coup, chaque jour, il y a des séances différentes. On est toujours accompagné par un coach. On est en petit groupe et on cherche à la fois aussi de la force, de faire des PR, porter du lourd, tout ça, mais aussi tout ce qui est endurance. Et ça prépare vraiment, ça remet une bonne condition physique. Ça permet de remettre en forme. Je vais avoir du boulot alors. Dis-moi, Tom, c'est quoi comment t'envisages après ton devenir, ton avenir une fois que tu auras effectivement ton diplôme ici? Qu'est-ce que tu comptes faire après? Alors, l'objectif sur le long terme, ce serait de pouvoir entraîner des bodybuilders, pardon, excusez-moi, et des powerlifters. Donc powerlifters, pour remettre dans le contexte, c'est les personnes qui vont justement chercher la performance, donc la force brute, comme je disais tout à l'heure. On aura sur principalement les 3 mouvements principaux, donc squat, développé couché et soulevé de terre. C'est en compétition, c'est les 3 mouvements, et mon objectif, ce serait de faire la préparation pour ces personnes-là. Et ton côté compétition ou pas alors? De mon côté, j'ai pas encore le physique et la force nécessaires pour les compétitions, en tout cas pour ma catégorie, donc ça attendra. Ok. Et de ton côté, toi, Mélissa, sortie de formation, qu'est-ce que tu penses faire? Au départ, j'aimerais prendre un maximum de connaissances en travaillant un peu à droite à gauche, en étant auto-entrepreneur, pour avoir un gros bagage. Puis après, par la suite, j'aimerais bien ouvrir une box de CrossFit, mais aussi faire... parce que je me suis trouvé une passion pour les cours co là en commençant l'année. Du coup, faire un espace aussi dédié pour donner des cours collectifs chorégraphiés en musique, tout ça. Alors toujours avec Angélique qui est notre référente RSE ici pour ALM Sport Formation. Merci toujours de te prêter au jeu, Angélique. Volontiers. Au niveau effectivement du métier d'éducateur sportif, dans tous ces aspects, est-ce que c'est vraiment un métier qui est complètement respectueux de la planète ou est-ce qu'il y a certaines spécificités où on est un petit peu moins dans la démarche RSE? Alors dans la démarche RSE, on va au maximum pouvoir mettre en place des choses qui vont respecter la planète. Donc si on reprend à la base, on demande à nos éducateurs sportifs en tant que stagiaires de proposer des projets d'animation qui vont tendre sur ce côté environnemental. C'est sûr, ouais. Donc avec des projets qui vont pouvoir transmettre à leurs pratiquants dès le plus jeune âge. Donc des simples petits projets de je vais ramasser les papiers sur un terrain de foot, je vais éviter les bouteilles en plastique, je vais prendre des gourdes, on fait pas couler l'eau quand on va se laver les mains, les chaussures on va les frotter avant de les passer à l'eau, des choses comme ça. Mais effectivement, pour être honnête, on a encore des pratiques sportives qui tendent à évoluer, mais qui pour l'instant, effectivement, pour certaines personnes, ne sont pas dans un respect de l'environnement de la planète. Tu penses à quoi?
Donc, par exemple, si je prends aussi un domaine que je maîtrise au niveau du tir sportif, effectivement, bon, il y a des évolutions au niveau du plomb, des choses comme ça. Il y a des choses qui changent. Pendant des années, bon, bah, on a utilisé le plomb, on utilise des choses avec du mercure, des choses, plein de choses différentes. Les évolutions, les esprits changent. Donc, on nous demande de plus en plus de récolter nos munitions et de les mettre dans des recycleries exprès. Donc, tout ça, maintenant, est fait et contrôlé par l'État. On a aussi, après, tout ce qui est motorisation sur les activités physiques et sportives. Mais on est quand même dans des activités qu'il faut garder sur les fondamentaux. On va pas pouvoir non plus mettre en place des choses tout de suite sur le respect de la planète. On va évoluer avec de l'électrique. On voit sur le parc automobile, ça sera la même chose. Ouais. Ça sera la même chose. Donc, mais on a nos valeurs à défendre, on a les valeurs de la société à défendre. Il faut respecter l'environnement et dans les formations, en tant qu'éducateur sportif, on demande de respecter ces valeurs-là. Alors, j'ai bien compris qu'il y avait déjà des actions qui étaient mises en place avec les étudiants ici, au sein de l'établissement. Après, qu'est-ce qui pourrait encore changer? Qu'est-ce qu'on pourrait améliorer au niveau du métier d'éducateur sportif? Quelles actions simples on pourrait mettre en place Alors simplement les actions qu'on leur demande d'inculquer, le tri des poubelles tout simplement. Vous avez vu dans nos classes et dans nos bureaux, on a 5, 6 voire peut-être même 7 poubelles différentes où vraiment on trie, que ce soit les plastiques, le papier, les piles, jusqu'au bâton de colle, toutes ces choses-là. Donc ça c'est des choses simples à mettre dans les infrastructures, que ce soit dans les écoles, dans les associations sportives. Donc le tri des déchets tout simplement. Et puis ensuite, on a des stagiaires qui viennent tout simplement en vélo, en trottinette, c'est vrai, à pied. On ne pense pas, utiliser les transports en commun pour se déplacer. Ouais. Exactement. Donc, on est éducateur sportif, on prend son petit sac, ses baskets, et puis on vient en courant. Ça nous fait notre pratique, au lieu de perdre du temps le soir ou le matin, on vient en courant plutôt que de se déplacer en véhicule, quand on peut, si on n'est pas à 30 km évidemment. Mais c'est tout des actions simples qu'on peut faire. Si vous calculez le nombre d'éducateurs sportifs ou d'encadrants dans les clubs, vous voyez, moi j'ai toujours quelque chose qui m'étonne dans les salles de sport, c'est que les gens se déplacent en véhicule pour aller faire du sport, pour aller courir sur un tapis. À l'intérieur d'une salle. Pourquoi pas faire son échauffement si on n'est pas très loin, y aller tout simplement en courant, et puis après on évolue sur les machines à l'intérieur de la salle. Mais cette petite course d'échauffement, on peut peut-être la faire en extérieur, en se déplaçant à la salle et ne pas utiliser son véhicule. C'est vrai que c'est des réflexes à adopter. Et puis ce qui est bien, c'est que j'ai bien compris, en fait, dans cette formation d'éducateur sportif, il y a aussi l'éducation au respect de notre environnement, en fait. Exactement. On voit bien, éducateur sportif, effectivement, c'est la valeur d'éducation. L'éducation des activités physiques et sportives, l'éducation de la pédagogie, mais l'éducation aussi de la société envers toutes ces thématiques qui sont très importantes et qu'on doit pouvoir faire évoluer pour nos enfants, nos petits-enfants, bien plus tard. On sera peut-être plus là, nous, pour voir toutes ces choses-là, mais c'est tout un apprentissage à faire aux plus jeunes. Si on leur apprend maintenant, les plus jeunes vont simplement répéter les gestes qu'on va leur apprendre. Alors on va se retrouver en compagnie de Lucie qui va nous parler un petit peu d'un parcours, on va dire c'est pas atypique, mais c'est pas un parcours en fait qu'il a destiné au départ à entrer dans le monde du sport, et on va pouvoir découvrir ça ensemble. Bonjour Lucie. Bonjour. Alors Lucie, effectivement, donc aujourd'hui, t'occupes quel poste ici au sein de l'AFL Sport Formation, dis-moi? Alors moi je suis formatrice, donc je suis auto-entrepreneur, je suis formatrice pour les BPGEPS activités pour tous. Donc t'es indépendante en fait. C'est ça. Ok, donc t'as un statut d'indépendante, mais j'ai cru comprendre que c'est pas forcément ce à quoi tu te destinais en fait à la base. Est-ce que ça te gêne de nous parler un petit peu de ton parcours ou de nous expliquer un petit peu comment t'en es arrivé là effectivement? Mais en fait, ça remonte au collège. Moi à la base, je voulais être volcanologue. Alors volcanologue parce que j'étais fan des volcans, je sais pas pourquoi. Et en fait, j'étais pas du tout sportif à la base, mais je détestais le sport, à vrai dire. À ce point-là? À ce point-là. D'accord. Au point de sécher les cours de sport. Ah oui. C'est ça. Et j'ai commencé en fait, je faisais quand même de la danse à côté, mais c'était plus pour faire plaisir à ma mère. Et par la suite,
la danse s'est malheureusement arrêtée. Et ma mère m'a dit, Lucie, il faut que tu trouves un sport. Là, il faut que tu fasses des efforts pour faire une activité sportive. Je dis bon, d'accord. Et j'avais une amie qui faisait du pentathlon moderne dans ma classe. Du quoi? Pentathlon moderne. Alors vas-y, explique-moi ce que c'est, parce que déjà moi je vois, alors j'imagine bien que ça va être plusieurs disciplines, mais je suis pas sûr que tout le monde sache de quoi on parle. Alors le pentathlon moderne, c'est 5 disciplines, c'est de la course à pied, du tir laser, de la natation, de l'escrime et de l'équitation. Waouh. Et en fait, j'ai mon ami qui me dit allez viens essayer et tout. Je dis bon, je vais faire plaisir à ma mère, je vais faire plaisir à mon ami, j'y vais. J'y suis allée une fois. Et j'y suis restée. Donc en fait, pour quelqu'un qui séchait les cours de sport, ou concrètement quand la danse s'est arrêtée, on t'a un petit peu imposé, je veux dire, de retrouver une activité sportive, et toi tu te dis, tant qu'à faire, je vais pas reprendre une activité, mais je vais en faire 5, quoi. C'est ça. Je suis passée d'à rien à beaucoup. Et en fait, j'ai découvert une passion pour le sport. En fait, je pense que j'avais pas découvert cette facette du sport. Donc on était en groupe, on s'entendait tous très bien, c'était un plaisir d'y aller. Justement quand j'y allais pas, j'étais pas bien. Ouais. Et au fur et à mesure du coup, on passait de 2 entraînements par semaine à 3, puis 4, puis 5, et au fur et à mesure en fait, je suis rentrée sur la liste des sportifs de haut niveau. Ah ouais. Oui, avec l'envie. Et j'y suis restée pendant 4 ans. Arrivée au lycée, j'étais sur la liste des sportifs de haut niveau, c'était sympa, toujours la même ambiance. Et après, du coup, j'ai décidé d'aller dans le sport. Sauf que moi et l'école, c'était pas trop ça. Ouais. Je suis quand même partie en STAPS sur Amiens. Ok. J'ai fait un semestre et j'ai arrêté. Parce que je n'arrivais pas avec la fac. Le fonctionnement de la fac ne me correspondait pas. Parce que ça correspond à certaines personnes et pas à d'autres. Mmh. Donc j'ai préféré arrêter. Et là, j'étais là, bon, qu'est-ce que je vais faire? Comment je vais le dire à ma mère? Ouais. Je l'ai dit à ma mère et ma mère elle m'a dit mais Lucie, c'est le moment, t'es jeune, si t'as envie d'arrêter, si t'as envie... Mais je voulais quand même continuer le sport en fait. Donc C'était très contradictoire. Je voulais pas à la fac, mais je voulais le sport. Donc du coup, j'ai mon entraîneuse du pentathlon ou dans le club où j'étais, qui elle était devenue formatrice à LM Sport Formation, qui m'a dit mais écoute, à côté il y a le club de pentathlon moderne à Saint-Quentin. Tu me parles d'Angélique ou de quelqu'un d'autre en fait? D'Angélique, je te parle d'Angélique, ouais, c'est ça. Tout à l'heure, ouais. Oui. Ok, ouais. Et du coup elle me dit mais il y a le club de pentathlon moderne à Saint-Quentin qui recherche un contrat civique. Je dis pour l'instant ça peut être bien parce que à côté je prends en compétences, je travaille toujours dans le sport, en plus dans le pentathlon moderne, et je gagne, je suis rémunérée, donc c'est encore mieux. Pourquoi pas? Donc j'y suis allée, et du coup, comme c'était juste à côté, et que le directeur du centre de formation est aussi entraîneur au club de pentathlon moderne Saint-Quentinois, et du coup, j'ai découvert aussi le BPGEPS, donc la formation que ALM proposait. Donc j'ai fait la formation en 2 ans. Ça s'est super bien passé. Franchement, c'était du bonheur. Parce que on est sur le terrain, les cours c'est aéré en fait, c'est pas des gros blocs comme à la fac. Et ensuite, j'étais tellement passionnée, j'étais tellement à fond dedans que ALM m'a proposé de devenir formatrice sur les compétences que je pouvais apporter. C'est génial ça. C'est ça. Et donc là maintenant tu es formatrice, donc tu es indépendante, j'ai bien compris, donc auto-entrepreneur. Donc effectivement tu donnes des cours, tu interviens ici. Mais j'ai quand même une petite question à te poser parce que BPGEPS c'est bien, ça reste généraliste, hein, c'est grosso modo c'est l'aptitude au sport pour tous. Mais toi tu as 5 activités, ce qui veut dire qu'aujourd'hui est-ce que tu vas chercher à te spécialiser, à avoir un diplôme un peu plus haut en tir, en équitation, pour pouvoir rayonner sur ce sport-là effectivement? Alors justement, j'ai été pris en CDI au club de pentathlon moderne Saint-Quentinois. Génial. Ouais, donc en fait, je suis auto-entrepreneur. À côté, j'ai un CDI à mi-temps. Et du coup, j'ai vraiment tout ce qu'il faut pour vivre correctement. Et je suis en train de passer la formation BNSSA pour... donc le BNSSA, c'est pour être sauveteur... sauveteur en mer, ouais. C'est ça. Pour pouvoir ensuite passer le BPGEPS AN et être maître nageur. Et là, du coup, je pourrais avoir un diplôme dans la natation. Ok. Ensuite, j'ai aussi passé un diplôme pour pouvoir initier en tir. Ouais. Donc en tir sportif, donc en tir à plomb, à balle, tout ça. Donc je l'ai passé il y a quelques mois.
je l'ai eu. Et j'aimerais aussi par la suite, du coup, passer les diplômes au-dessus. Et là, pour l'instant, en fait, j'aime bien toucher un peu à tout. Ouais. Pareil avec ma micro-entreprise, en fait, je travaille tous les samedis dans un club d'athlétisme et j'adore ça. Pourtant, c'est pas mon... Voilà, il y a le saut en longueur, à la perche, tout ça. Je connaissais pas du tout, mais j'ai appris sur le terrain et j'adore ça. En fait, j'adore toucher un peu à tout. Ça, c'est quand même top. Ouais. Pouvoir toucher à tout et faire ce qui nous plaît dans la vie. C'est génial d'avoir partagé ce parcours avec nous parce qu'effectivement ça montre que il n'y a pas forcément un chemin pour pouvoir arriver à vivre d'une passion sportive. Si tu avais un conseil à donner ou si tu avais un message à faire passer pour des personnes qui hésitent encore à franchir le pas et à se dire bah tiens ouais j'aimerais bien quand même faire carrière dans le sport, tu leur dirais quoi? qu'il n'y a pas que STAPS. Parce qu'au lycée, souvent, on parle que de STAPS, la fac de sport, pour être prof de sport. Il n'y a pas que ça. Il faut pas avoir peur de changer d'orientation. On est jeune et c'est le moment, en fait, de changer d'orientation. Forcément, au lycée, on voit pas toutes les billes, en fait, pour l'orientation. Donc, c'est vrai qu'il faut pas avoir peur. On a discuté tout à l'heure avec Ludovic, qui est le patron du centre de formation ici, et qui me disait, en fait, il y a un seul mot, c'est oser. Pour toi, ce serait la même chose? Ah oui, il faut oser. Faut oser. Il faut pas avoir peur. Il faut oser. Super. Je te remercie en tout cas de ce témoignage. Je te souhaite plein de bonnes choses, plein de diplômes, plein de compétences nouvelles, et pourquoi pas te voir un de ces quatre au très 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 haut niveau. Pourquoi pas sur les JO ou on ne sait pas. Merci beaucoup et puis. Bon courage pour la suite à toi aussi. Merci. Bonne journée à toi, Lucie. Salut. Alors, je me retrouve à nouveau en compagnie de Ludovic pour la structure ALM Sport Formation. On est toujours à Saint-Quentin et Ludovic est également la personne référent sur toute la partie handicap. Donc, Ludovic, rebonjour, puisqu'on se retrouve. Olivier, bonjour. Alors, je voulais voir avec toi au niveau de la partie handicap. On a parlé de formation, on a parlé de ta structure, de l'accueil, on a déjà parlé un petit peu de tout ça aujourd'hui. Ce que je voulais voir avec toi, c'était est-ce qu'on peut effectivement aujourd'hui devenir éducateur sportif? Est-ce qu'on peut effectivement enseigner le sport en ayant un handicap aujourd'hui? Est-ce que c'est possible chez toi? Alors, chez nous, on a eu l'occasion de pouvoir avoir 3 parcours différents. Je vais les citer en prénom. Peut-être ça va pas parler, mais ça donnera du sens à mon intervention. On a eu Quentin, on a eu également Christophe, et puis on a eu également Lucas. Ces 3 jeunes sont venus effectivement pour le coup à des années différentes dans notre centre de formation pour devenir demain éducateur sportif. Alors le premier cas, pour que je cerne bien le sujet, que je puisse expliquer comment nous on a accompagné, parce qu'au-delà de l'accompagnement, il y a des textes auxquels il y a des références, auxquels on a une obligation effectivement de part de l'inclusion dans les formations, mais des fois il y a des situations qui sont hyper compliquées de par leur handicap. Mais tout cela pour emmener à ce que Quentin avait effectivement un handicap qui était invisible, avec une reconnaissance effectivement par la MDPH, la Maison départementale des personnes handicapées, auquel nous ensuite on s'est mis autour d'une table en disant mais comment on va accompagner Quentin, qui a une déficience intellectuelle et qui a un handicap surtout invisible sur sa formation. Donc on a mis en place une équipe de pilotage avec un suivi, avec un accompagnement, avec justement l'ensemble de l'équipe et puis les éducateurs sportifs et les intervenants pour savoir comment on pouvait accompagner Quentin dans sa réussite et dans sa formation. Et in fine que Quentin a obtenu sa formation, a obtenu son diplôme d'éducateur sportif, auquel là on était sur un handicap invisible. Ensuite, il y a eu Christophe. Je vais juste me permettre de te couper 30 secondes, parce que au tout début, quand tu as présenté effectivement ALM Sport Formation, tu me disais qu'il y avait quand même des textes qui régissaient l'entrée en formation, avec des tests qui étaient également physiques, etc. Est-ce que ces tests sont adaptés également pour certains handicaps? Alors, comment que ça se passe, c'est qu'on a un référentiel de formation, et dans le référentiel de formation, il y a un arrêté qui est pris justement par le ministère et qui nous met en avant justement les personnes qui sont en situation de handicap, mais également les personnes suivant leur tranche d'âge pour prétendre au test.
Parce qu'effectivement, pour le coup, on prend le cas des personnes en situation de handicap là sur le sujet, ils auront un aménagement supplémentaire par rapport aux tests qui sont demandés. Cependant, il faut le dire clairement, c'est encore un peu le flou pour une personne qui aujourd'hui souhaiterait être éducateur sportif en fauteuil pour les tests. Donc, ça reste encore un peu flou sur certains domaines de savoir comment on peut les intégrer. Notre centre de formation a pu intégrer 3 personnes, comme je l'ai cité tout à l'heure, des personnes qui étaient sur le coup 2 personnes purement sur du handicap qui étaient invisibles, et puis ensuite on a eu une personne qui était hémiplégique. Ouais. Donc là pour nous difficulté aussi de savoir comment elle va tenir le ballon, comment elle va pouvoir ensuite tenir un arc, etc. Donc tout ça, on a eu aussi quand même l'accompagnement ensuite, et c'est surtout qu'on a mis en place une grande part d'adaptation au métier, parce que effectivement les textes et les références elles sont existantes, mais sur le terrain elles sont complètement à l'opposé. Mais au-delà de tout ça, on sent que vraiment pour l'intégration des personnes en situation de handicap, ça reste quand même un sujet difficile à écrire, parce que entre ce qu'on écrit et ce qu'on voit sur le terrain, c'est complètement différent. Parce qu'en fait, moi, je suis passionné par le sport, mais il y a de plus en plus aujourd'hui de diffusion de différents sports en handisport, en fait, clairement. Donc que ce soit du handisport ou pas handisport, on a toujours besoin d'entraîneurs, on a toujours besoin d'éducateurs. Par rapport à ça, comment est-ce que effectivement aujourd'hui on adapte en fait le métier et la formation? Il y a des moyens, il y a des aménagements précis. Alors, j'ai l'avantage pour le coup d'être le vice-président du département de l'Aisne sur le handisport, donc et puis j'étais également sur la région. L'impulsion effectivement sur la partie handicap, ça me tient également aussi à cœur. Alors comment on met en place, nous effectivement on parle d'adaptation du métier d'éducateur sportif avec des personnes en situation de handicap. Puis ensuite on travaille également avec des partenaires, des IME, de l'APF, l'Association des paralysés de France, mais pas que. On travaille avec différents partenaires pour justement à ce que nos éducateurs soient sensibilisés et soient attentifs à ce type de public qui ont aussi besoin d'activité physique, qui ont aussi besoin d'être pris en charge sur la partie justement du côté physique également santé. Et si on rentre un peu plus en fait dans la partie handicap, est-ce qu'il y a en revanche des types de handicap où là effectivement c'est complètement rédhibitoire, il est impossible de suivre la formation? Alors à l'instant T, il faudrait qu'on reprenne correctement les textes, parce que sinon ça serait effectivement pas du domaine de l'inclusion, mais effectivement pour le coup sur des personnes qui sont en fauteuil, jusqu'où les personnes elles sont atteintes de leur handicap et jusqu'où effectivement pour le coup elles peuvent intégrer ou pas la formation. Moi je laisserai cette question-là, si tu veux bien Olivier, aux médecins. Ouais. Tout simplement parce que c'est à eux effectivement de pouvoir donner l'acte de santé, l'acte d'état de cette personne qui est en situation de handicap, en disant effectivement sa mobilité le permet, sa mobilité ne le permet pas. Oui, moi j'aimerais que tout le monde demain devienne éducateur, mais bon, c'est pas possible, ça on en a conscience. Mais au-delà de tout ça, on peut quand même oser et tenter la chance à cette personne qui est en situation de handicap de dire écoute, on va faire un bout de chemin ensemble sur ta situation, sur ton projet, et puis demain de voir jusqu'où tu peux enseigner l'activité physique et ton handicap pour le coup, de voir jusqu'où tu peux faire ce projet. Alors pourquoi je te pose la question, c'est parce que on en a parlé en off. Moi, j'ai également mon brevet d'état d'éducateur sportif, option tennis de table, et au tout début de ma carrière, avant même d'avoir ce diplôme, j'avais un entraîneur en tennis de table et il avait pas de handicap, mais en revanche, il était en salle, il était en souliers, en pantalon de ville, tu vois, gilet. Je l'ai jamais vu avec une raquette dans la main, je l'ai jamais vu jouer à table, j'ai jamais vu performer, quoi. Et pourtant, c'était un entraîneur national, donc un BE2 à l'époque. Ouais, donc c'est déjà du bon niveau. Du bon niveau, on est d'accord. Ouais. Et c'est pour ça que je me posais la question par rapport au handicap. À partir du moment, donc si j'ai bien compris, à partir du moment où le médecin dit oui, il y a possibilité effectivement de suivre cette formation par rapport aux prérequis ou avec des aménagements, il y a possibilité effectivement d'intégrer ta structure. Mais complètement. On a une obligation d'intégration des personnes en situation de handicap. Bien sûr, après il y a le cheminement du parcours, il y a le cheminement effectivement des textes de référence qui sont mis en place avec effectivement la MDPH, le médecin, les textes en référence du ministère. Et c'est surtout de pas le mettre en danger la personne. Demain, il y a un pratiquant qui doit être réanimé. On prend le cas de l'extrême, mais demain il faut réanimer quelqu'un parce qu'il a fait un malaise. Est-ce que la personne en situation de handicap est en mesure de pouvoir aussi venir en
soutien à son public. Donc voilà, il y a à la fois le protéger pour effectivement de dire on va pas le mettre en danger dans sa situation pédagogique, mais au-delà de tout ça, il y a aussi du talent, comme tu l'as dit tout à l'heure avec ton entraîneur. Bah, on a tous un talent et je pense que même si on ne le démontre pas physiquement, on a aussi d'autres talents qu'on cache et qu'il est important de pouvoir le démontrer. Je te remercie pour ces précisions. Juste une dernière question. Un message à destination des personnes effectivement qui sont atteintes d'un handicap, mais qui sont passionnées de sport et qui auraient envie de faire ce métier. T'as envie de leur dire quoi? Le même message que j'ai dit tout à l'heure, oser. Ça me tient à cœur parce que on a tellement aujourd'hui de freins, il y a tellement de barrières, il y a tellement d'interdictions. Moi, je dis qu'il faut oser. On a le droit d'oser, de rêver. On a le droit de pouvoir aussi se dire demain, je vais faire juste un petit bout de chemin, mais au moins j'aurais fait quelque chose. Ça aboutit pas. Tant pis, mais au moins dans une vie, j'aurais pu dire bah tiens, j'ai osé d'être éducateur sportif, j'ai osé parce que je suis en situation de handicap, parce que je suis en fauteuil, parce que je suis malvoyant, parce que je suis malentendant, et j'ai envie juste de pouvoir transmettre un message parce que j'ai du talent, j'ai de la fibre dans le domaine du sport, j'ai envie de faire partager mes connaissances. Ces personnes, elles ont comme nous, comme toi, du talent, elles ont comme moi une passion, et cette passion, il faut la faire vivre, il faut la faire partager. Donc si on commence à leur mettre des freins, non. Osons aller vers le handicap. Moi, je repense toujours à Philippe Croizon, tu sais, qui a traversé la Manche, alors que bon, voilà, il y a quand même un fameux handicap quoi pour la natation, quoi. Et je trouve ça absolument fantastique. Donc en fait, le mot d'ordre, c'est osons. Eh ben, écoute, merci à toi, Ludovic. Merci pour l'invitation. Merci à LM Sport Formation de Saint-Quentin de nous avoir reçus et de permettre ainsi à Clémentine de tester le métier d'éducatrice sportive. On vous donne toutes les coordonnées d'ALM Sport Formation dans le descriptif du podcast et on vous donne rendez-vous sur la table des experts pour un métier presque parfait avec Clémentine dans un prochain épisode. D'ici là, n'oubliez pas de liker, de commenter, de partager avec vos réseaux pour faire découvrir ce fabuleux métier. À très vite sur la table des experts.